Polysécure, épisode spécial, je suis accompagné de Régis. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour tout le monde, Régis Desmeules. Alors moi, je suis un vieux de la cybersécurité au Québec. Ça fait peut-être plus de 25 ans là, que je travaille en cyber. J'avais fondé une couple d'entreprises en cybersécurité, Concept IP Sécurité, Groupe Enode qui était connu. Moi, j'ai développé cette entreprise avec un associé, puis on a vendu notre entreprise en 2016. Depuis, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai comme plusieurs chapeaux, là. Je demeure entrepreneur en cybersécurité. Je suis coach aussi auprès des startups là, dans différents incubateurs, accélérateurs au Québec, dont Le Camp à Québec. Puis je suis membre investisseur là, chez Ange Québec. Là, donc, je suis un petit investisseur qui fait partie de ça. Donc, ça me permet de voir un paquet d'entreprises technologiques qui passent, dont certaines en cybersécurité. C'est super intéressant. D'ailleurs, on va s'appuyer sur toute cette connaissance-là aujourd'hui, justement, pour que tu viens de nous présenter un peu le marché de la cyber au Canada et au Québec. Je pense que c'est méconnu. Il y a eu beaucoup de faux nombres où les journaux grand public parlent de choses qui n'existent peut-être pas comme ça. Donc, justement, d'avoir une belle présentation de cet élément-là, justement, qu'on sache où on se situe et justement d'aider peut-être un peu les innovateurs à émerger à travers ça. Je vais te laisser faire le portrait à haut niveau du marché. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ça va être une présentation, Nicolas, moins technique, moins technologique. On va plus aller vers le haut. Donc, un peu le portrait du marché canadien de la cybersécurité, puis aussi au Québec, là, un peu les grandes tendances, les grands segments. Fait qu'on va dans prochaines 30 minutes à 45 minutes, on va jaser. Donc, au niveau du marché canadien de la cybersécurité, écoute, c'est un marché qui est quand même très en santé. Là. Les statistiques que j'avais trouvées sur Statista, là, c'est tout public, ces affaires-là. On parle au Canada d'un marché qui a à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires. Là. Ça veut dire, c'est quand même 5 milliards, là, c'est quand même 5 000 millions de dollars qui se transigent à chaque année. Puis, il y a une croissance sur, écoute, 2022 à peu près à 2030, on parle d'une croissance dans les deux chiffres là, de 12, 13, 14% par année. Écoute, t'en as pas beaucoup des industries qui peuvent se targuer d'avoir une si belle croissance. Ça. Fait qu'on est dans le bon domaine, OK? Dans ce marché canadien-là, c'est important, les études, là, le découpe un peu en deux segments, là. Puis ça, tu vas comprendre vite, là. Donc, il y a un segment que j'appellerais là, les solutions puis les grands manufacturiers là, de cybersécurité, là, les grosses multinationales, là, eux autres, là, ils passent la gratte avec toutes leurs solutions. Tu sais, là-dedans, t'as du Microsoft Security, t'as Cisco, t'as des noms plus connus, plus pointus, CrowdStrike, Zscaler, Palo Alto, Fortinet, etc. Ces gros joueurs-là, ils ramassent facile 50% de ce 5 milliards-là. Fait que tu vois, ce qui reste pour les autres, là, pour des milliers d'entreprises au Canada en cybersécurité, des startups, c'est à peu près 2,5 milliards. OK? Fait que c'est quand même là-dedans que la majorité des entreprises qu'on connaît au Québec, là, les locales boutiques puis celles qui ont été fondées au Québec, là, vivent. Fait que c'est quand même, il y a beaucoup d'argent. Donc, sur le 2,5 milliards, on peut facilement prétendre qu'il y en a, environ le 20% qui est sur le territoire du Québec. Donc, ça fait quand même des montants intéressants. Là. Fait qu'il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui est disponible dans le marché du Québec pour la cybersécurité. Fait que voilà pour cet élément-là. Je ne sais pas si tu as des questions, toi, Nicolas, sur... Pas spécifiquement, c'est un beau découpage, puis c'est effectivement ce que je vois sur le marché. On voit les grandes entreprises qui sont déjà bien financées. Puis on a les autres, là, je ne connaissais juste pas le pourcentage de disposition du marché. Puis ensuite, on va glisser là, justement sur les 7 types de fournisseurs de services de solutions au Québec. Là. Exactement. Donc, écoute, au Québec, là, dans le paysage, là, c'est assez... tu sais, les 7 types là, qui sont pas mal reconnus par tout le monde. Là, puis, écoute, ça se peut qu'il y ait des cas spécifiques qui sont moins apparents. Donc, premièrement, il y a je vais appeler ça les grandes entreprises en cybersécurité là, qui ont une offre complète. Là, on va parler beaucoup de KPMG, là, ils sont vraiment bien implantés au Québec. On voit beaucoup de IBM, la division sécurité, Bell Canada, TELUS Sécurité. Fait que ça, il y en a d'autres, là. Fait que ça, c'est les grandes entreprises. Ça, c'est le premier type.
Le deuxième type, on va les appeler, mettons, les PME qui sont vraiment spécialisés en cybersécurité. Donc, la mission d'affaires est très focus. Ils ne font que de la cybersécurité. OK? Dans ce type-là, je te dirais, il y a plusieurs dizaines de ces entreprises-là qui sont au Québec. Tu sais, ça compte, je te dirais, entre 5 et 100 employés. Bon, une entreprise comme CyberSWAT, là, que moi, je fais du conseil stratégique pour eux autres, là. Ils sont là-dedans, là. Ils sont dédiés à faire de la cybersécurité pour des clients. Le troisième type, c'est des grosses PME en technologie, mais qui ont un sous-groupe de services cybersécurité. Donc ça, tu sais, par exemple, là, à Québec, on a une entreprise qui s'appelle Micrologic. Les autres, ils ont un petit groupe pour s'occuper de ça. Il y a des entreprises comme Alitia, là, qui s'en vient quand même un gros joueur en technologie au Québec, au Canada, même aux États-Unis, qui ont une division cybersécurité. Le quatrième type, c'est la catégorie des startups en cybersécurité. Ça, des startups, il y en a vraiment beaucoup. Là, je vous dirais plusieurs dizaines qui sont majoritairement peu connus parce qu'ils sont très petits. Souvent, sont encore à développer ou à peaufiner leurs solutions. On n'entend pas parler. Mais il y a des gros joueurs aussi qu'on entend parler. Donc, QOH, là, tu les connais bien, là, sont à Québec. Flare System, Secure Exchange, etc. Tu sais, il y en a quelques-uns qui ressortent, là, qui sont vraiment catégorisés, là, start-up en cybersécurité. Ils ne font que ça. Soit ils ont développé un produit puis ils poussent ça. La cinquième catégorie, je te dirais, travailleurs autonomes, pigistes, freelance. Je pense que Nicolas, ouais, ça c'est ma catégorie. Ça, c'est ta catégorie, hein? Fait qu'il faut pas les oublier, eux autres, parce que ils sont peut-être petits, mais sont très nombreux. Moi, j'ai pas de chiffres, là. Je sais pas si t'as déjà vu des chiffres là-dessus, mais je le sais, j'ai plein d'amis qui sont pigistes, plein de contacts. Je te dirais, j'en connais probablement autant qui sont freelance, qui travaillent pour des entreprises. Fait que ça fait partie du paysage, tu sais, ces joueurs-là, c'est important. Le sixième, bien évidemment, les manufacturiers de solutions de cybersécurité. J'en ai parlé tout à l'heure. Là, ils ont le gros du marché, les Microsoft. Là. Puis il y a aussi la dernière catégorie qui est les revendeurs de solutions de sécurité. Il y a des entreprises qui ont des gros catalogues, ils revendent beaucoup de choses, puis ils ont ajouté un volet. Nous, tout ce qu'ils font, là, c'est qu'ils te revendent des licences, ils te revendent des boîtes, mais souvent, ils ont une offre qui n'est pas très avancée là, pour la cybersécurité. Fait que je sais pas, Nicolas, si toi, là, ce que je dis là, ça fait... C'est un beau découpage, c'est une belle façon de le représenter. Puis là, je trouve ça aussi, ben là, ça me touche là, parce que les autonomes soient reconnus dans ce découpage-là, parce que on est, j'ai pas de chiffres là, parce que poser la question, non, j'en ai pas, mais je connais énormément de gens qui sont du moins en cybersécurité autonomes. Donc, on représente une force de frappe quand même non négligeable, pas comme celle des grands cabinets comme Alicia. J'ai Lambda Québec, CGI, qui ont vraiment des grands groupes qui sont spécialisés là-dedans. Mais on joue aussi dans un secteur qui est généralement beaucoup plus stratégique. Fait que moi, en tout cas, dans mon cas, je suis plus au niveau du conseil stratégique ou au niveau de l'architecture. C'est des choses qui sont plus en réflexion qu'en opération en général. Sinon, en opération, on va plus se retrouver des joueurs comme KPMG, entre autres, qui vont avoir du MSSP. On va en avoir, là, je nomme ceux qui me viennent, parce que ça fait du anchoring, tu me l'as mis dans la tête, mais il y en a d'autres au Québec aussi qui agissent dans cette sphère-là, qui, eux autres, regroupent des gens de cette nature-là. Mais je trouve ça très intéressant, parce que c'est un beau découpage, puis tu sais, je place des noms de compagnies sur à peu près toutes les groupes. Exactement. Ben, je te remercie. Ça veut dire que ma recherche, là, elle semble être réaliste. Si on voit... moi, j'ai vu aussi depuis quelques années, il y a des regroupements en cybersécurité au Québec, tu sais, qu'il faut vraiment regarder de près, là. CyberEco, là, tu sais, c'est une initiative, je pense, de Desjardins, puis la Banque nationale qui voulait commencer à regrouper des joueurs pour que ça se parle. T'as aussi MSecam, là, qui fait sa place. Tu sais, il a bâti une espèce d'écosystème d'innovation de cyber au Québec. Puis, ils ont été en mesure aussi de convaincre le gouvernement de donner des programmes, des petites subventions, des aides là, pour
l'objectif, je pense, derrière MCCAM, c'est de développer la grappe de la cybersécurité au Québec parce que, je te l'ai dit, là, la croissance est là. C'est une industrie qui est très, très, très en santé, là, tu sais. J'ajoute à ça aussi ce qui se fait beaucoup, il y a beaucoup de pôles de recherche en cybersécurité. Donc, il y a comme des laboratoires où est-ce que toi, là, tu es un ingénieur, tu sors des études, tu veux commencer à développer quelque chose, ben, tu sais, le crime, c'est un endroit où on voit beaucoup d'innovation en cybersécurité. Il y a Polytechnique aussi qui est très, qui s'en vient bien. Je sais que Polytechnique, si je me trompe pas, à chaque année, ils font une cohorte de 10-12 entreprises en cybersécurité, puis ils les encadrent, tu sais, fait que c'est bon. C'est tous des ingénieurs, là, généralement, là, qui sont les entrepreneurs là-dedans. Il y a l'ETS, il y a le Centec, il y a Cyber Québec. Fait que ça bouge beaucoup. Puis pour moi, c'est signe que c'est un milieu qui est sain en santé. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que tu as une idée, que tu développes quelque chose, que tu vas avoir le succès. C'est pas de même que ça marche. Tu sais, dans la réalité, même si c'est une super bonne idée, une bonne innovation, ce qui fait la grosse différence quand tu es un start-up et que tu as du succès, c'est que généralement, l'entrepreneur puis son équipe, tu sais, ils ont vraiment la capacité d'exécuter un super plan puis d'aller chercher l'argent, tu sais, pour le faire. Des fois, tu peux être un super bon ingénieur ou développeur pour développer une innovation, mais tu sais, si tu as de la difficulté à lever du financement, à faire des ventes, etc., tu as besoin d'aide, tu sais, fait qu'il faut que tu te montes une équipe pour ça. Fait que, mais quand même, moi, je trouve ça bien, c'est qu'on a une belle diversité dans ce domaine-là. Là. Tout à fait. Puis c'est aussi un des aspects, c'est beau d'avoir une bonne idée, mais il faut qu'elle réponde à un problème. Fait que tu sais, il faut pas juste une solution qui cherche un problème, il faut avoir une solution qui règle un problème. Puis c'est aussi ça. Autant le financement va nous aider parce qu'on n'a pas le financement, même si on a une solution qui règle un problème, pas de financement, on va rester tout seul dans notre sous-sol puis on va être triste. Mais si on règle un problème, ça va accélérer justement la capacité de faire des ventes. C'est beaucoup plus facile quand on règle des douleurs des entreprises qui sont sur le marché, entre autres. C'est parce que c'est le 3e, 4e ou 5e qui sort, qui fait la même chose que d'autres, ou quasiment la même chose, tu sais. Ça va être quoi ton différenciateur, tu sais, quand tu vas aller voir des clients, puis là, tu vas te battre contre 3-4 autres, là, tu sais, ça donne t'as du vent de face, là, hein, t'as vraiment des gros vents forts, fait que t'es mieux d'aller dans des espaces où est-ce que t'es vraiment certain que t'es tout seul, puis souvent, ça passe par j'ai fait mes recherches de marché. À la limite, ce qui sort puis qu'il y a de la propriété intellectuelle puis des brevets, ben au moins il y a comme une certaine, ça donne comme une confirmation que tu es pas mal tout seul à faire ça, là, tu sais. Fait que non, tu as tout à fait raison. Dans mes sujets, Nicolas, j'avais les tendances qu'on voit un peu là, tu sais, dans l'industrie encore. Puis tu sais, je suis sûr que là-dedans, tu vas en avoir qui vont te parler. Là. Donc, je te dirais la première industrie au niveau affaires, là, cybersécurité, c'est que moi, j'observe qu'au Québec, tu sais, notamment les fournisseurs de cybersécurité, il y en a quand même beaucoup sur le marché. Là. Depuis 2-3 ans, je vois pas beaucoup de consolidation. Là. Tu sais, j'ai vu des merge and acquisition dans les dernières années. Tu sais, j'ai vu Fortica qui avait été acquis par KPMG. Hein? C'est un nom qu'on connaît bien, là, je pense. KPMG puis Fortica aussi. Je me souviens aussi en 2021, il y avait Infidem, Mathieu Chouinard, là, qui avait fait une entente avec Atos. Je pense que Mathieu est maintenant 100% Atos aujourd'hui. Là, donc, tu sais, mais outre ça, tu sais, il y a eu peu de mouvements de ce côté-là. Là. Tu sais, par contre, tu sais, moi, j'amène cet élément-là, le fait qu'il y a beaucoup de joueurs sur le marché aujourd'hui, parce que, tu sais, mettons, toi, tu es un client, là, puis tu connais pas ça, la cybersécurité au Québec, ça peut être un petit peu déroutant, là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde là-dedans, il y a beaucoup de spécialisés, donc de spécialités là-dedans. Donc, avec qui tu commences, tu fais affaire, etc. Tu sais, je pense qu'il faut que le client, il magasine, il parle à différents fournisseurs pour regarder qu'est-ce qui peut l'aider le plus, tu sais. Généralement, les clients ils ont besoin de plusieurs choses, pas juste d'une affaire en cybersécurité. Donc, c'est ça. Fait c'est bon pour les clients, remarque, là, parce que ça veut dire qu'il y a de la concurrence. C'est pas bien servi avec un,
tu retires tes billes puis tu t'en vas avec un autre. OK? Donc, c'est ça. Fait qu'au niveau industrie affaires, là, c'est un peu ça que je perçois. Je vois aussi beaucoup, ça, je pense, depuis même avant la COVID, on voyait ça. Il y a comme un début de réveil des gouvernements, là, tu sais, au niveau législation. Puis au Québec, on est vraiment beaucoup plus avancé que dans le reste du Canada là-dedans, c'est clair. Mais si on se compare à l'Europe, on est en retard. Tu sais, eux autres, là, GDPR, ça fait quoi? 7 ans, 8 ans, là, qu'on Oui, ça fait un bon 7 ans que c'est ça fait un bon 7 ans. Fait que nous autres, loi 25, cette loi-là n'est pas encore centenaire, là, ce que je sache, là, ça fait 2 ans, puis il y a eu beaucoup d'articles, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Tu vois, au Canada, je pense qu'ils sont encore à l'étape là, d'un projet, là, le Bill C-26, là, mais il n'y a pas encore de loi claire, mais écoute, ils vont carrément faire un copier-coller de probablement ce qu'on a fait au Québec, là. Donc, tu sais, fait que c'est le début du réveil des gouvernements. Je pense que c'est bon pour les entreprises, puis c'est aussi bon pour notre business, la cybersécurité, là, tu sais, parce que ça va générer une demande qui aurait toujours dû être là, mais que par non-obligation, ben les gens tu sais, les clients, tu sais, ne demandaient pas rien, là, tu sais, ils essayaient de s'organiser sur eux-mêmes, tu sais. Puis parce qu'en cybersécurité, on voit aussi, il y a beaucoup tu sais, de nouvelles tendances technologiques qui arrivent, puis ça, ben, tu sais, il y a des entreprises moins avancées, mais ceux qui sont plus avancés, des fois qui sont plus grosses, les PME au Québec, tu sais, on entend beaucoup parler de, par exemple, la sécurité de l'Internet des objets. Hein? Donc, toutes tes petites Christy de bidule que tu achètes en Chine à 5$, 10$, qui a une adresse IP, que tu plug and play le Wi-Fi partout, ça, c'est dangereux parce que c'est unsecure by design, hein, ces genres d'affaires-là. Là. Fait que ça, écoute, c'est des phénomènes qu'il faut, la sécurité a besoin de faire beaucoup de travail là-dessus. Zero Trust, SASE, c'est tous des nouveaux concepts de sécurité qui s'en viennent. Mettons que moi, je suis un propriétaire de PME, je me dis, ben, avant d'investir en sécurité, il faudrait peut-être que je sache où est-ce que je me positionne en sécurité. Hein? Moi, honnêtement, je suis un grand fan de ta première étape dans le monde de la cyber comme PME devrait être de se poser la question. C'est quoi ma posture? C'est quoi mon état de ma cybersécurité? Peut-être que je me situe pas si pire, ou peut-être que c'est catastrophique, mais ça passe par là. On entend beaucoup parler aussi de cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Hein? ChatGPT, là, ça fait pas bien des semaines que c'est sorti, puis tu peux déjà faire des choses vraiment, vraiment particulières avec ça. Moi, j'ai fait faire, mettons, un petit programme pour dire, OK, je veux balayer un port web, puis essayer de trouver des vulnérabilités. Écoute, il te sort le code, tu as juste besoin de l'appliquer. Tu n'as même pas besoin de connaître le développement. Moi, je suis pas un développeur. Là. Puis ça me pondait un bout de code que j'exécutais, puis je pouvais lancer. Donc, écoute, ça amène des nouvelles choses qu'on voyait pas avant. Fait que donc c'est comment les entreprises vont pouvoir profiter de ça, mais aussi se défendre contre le mal que ça pourrait leur apporter. C'est pas évident. Là. Fait que c'est des grosses tendances. Je vois aussi beaucoup de biométrie qui s'en vient. Tu sais, c'est beau là, les mots de passe là. Et avec le temps, là, on dit hey, des mots de passe ils ont plus de qualité, sont de plus en plus longs. Mais à un moment donné, il y a quand même une limite à ce qu'un cerveau humain peut mémoriser comme longueur. Oui, il y a des password managers, mais tu sais, dans le fond, là, à moyen pas long terme, les meilleures solutions vont être du côté biométrie. Là. Tu sais, on voit beaucoup Microsoft Hello là, qui nous apporte vers quelque chose de biométrique. On voit beaucoup aussi de cartes FIDO2 là, qui commencent à émerger. On n'en parlait pas bien, là, les cartes FIDO2, mais là, je pense que ça débarque. Là. J'en vois de plus en plus dans des dossiers. Donc, écoute, c'est toutes des tendances là, qui vont avoir de l'impact là, sur notre univers de la cybersécurité. Je rajoute à ça aussi, dans notre industrie, nous autres, pénurie de main-d'œuvre. Toi, pénurie de main-d'œuvre, as-tu vu ce phénomène-là, toi, Nicolas? Oui, je l'ai vu. Mais tout le monde c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui
crois, dans certains secteurs, c'est un mythe, la pénurie. En cyber, ça ne l'est pas. La demande, elle est tellement grande que ça n'a aucun sens parce que je le vis au quotidien où je me fais énormément solliciter parce qu'il n'y a personne de disponible sur le marché qui sont capables de répondre à des besoins conseils, justement, à guider. Tu mentionnes justement le volet, comme les PME, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais faut qu'ils soient accompagnés pour faire les choix éclairés parce que l'entrepreneur de sa PME n'a pas nécessairement la qualification ou la connaissance pour être capable de comprendre ce qu'on va dire en cyber. Donc déjà là, c'est un énorme besoin d'accompagnement. Le marché avance tellement vite, puis j'aime ça que tu vas parler de ChatGPT, mais on était en la version 3 il y a quelques temps qui est sorti, qui a créé un grand splash. Cette semaine, au moment où on enregistre, la version 4 vient de sortir. Le délai entre les deux, il est très court. Fait que les gens n'ont même pas eu le temps de s'adapter à la version 3, que la version 4 est déjà rendue disponible. Et la version 4, elle est franchement supérieure à la version 3, mais de façon énorme. Autant avant, c'est le texte qui sortait de là, fallait être capable de le reviser soi-même puis pour comprendre ce qui se passe. En version 4, il y a beaucoup moins besoin de supervision humaine en ce qui sort et de ce qui est sorti. Il sort encore des âneries, c'est encore drôle, mais beaucoup moins qu'en version 3. Donc, on est dans un autre univers, ça change. L'effet de l'intelligence artificielle sur la cyber, elle est là. Elle est réelle et il va y faire évoluer. Puis on est un peu de plus en plus, j'ai l'impression, moi, ce que je vois, les gens sont de plus en plus démunis face à ce que la cyber représente parce que la menace évolue aussi avec ces nouveaux outils-là. Puis, de toute apparence, mais les clients de cyber ne sont pas capables de suivre cette vitesse-là à laquelle la menace change. Donc, sont un peu au dépourvu dans tout ça, là. Ah oui, tu as tout à fait raison. Tu sais, dans le fond, là, bon, tu le dis, il y a plus de demandes qu'il y a de fournisseurs, qu'il y a de personnes, d'experts en cybersécurité. Puis, tu sais, moi, je te dis, ça fait 10 ans que je la vois, la pénurie de main-d'œuvre en cyber. Ça a toujours été un peu comme ça, là. Maintenant, ce qu'on fait, là, tu sais, il y a plus assez de main-d'œuvre. Ça veut dire que, justement, c'est probablement là que l'innovation, les startups, l'automatisation de certaines tâches plus banales en cybersécurité va prendre tout son sens. Tu sais, fait qu'il y a un espace justement à innover. Si tu veux automatiser des affaires qui se font manuellement par des experts en sécurité, c'est le temps. Donc, écoute, on verra, là, tu sais, la cybersécurité, moi, je sais pas si je vais voir ça de mon vivant le jour où il y en aura plus de pénurie, OK? Parce que, tu sais, on voit beaucoup de gens aussi qui étaient des professionnels en technologie, à Microsoft, admin de système, etc., qui ont décidé de faire des réorientations de carrière vers la cybersécurité. Puis c'est une bonne chose parce qu'ils ont un bon bagage, tu sais, dans d'autres choses, puis ça permet de l'appliquer au monde de la cybersécurité. Et je pense qu'un jour, on va peut-être même se rendre compte que dans le fond, dans le futur, il n'y aura plus d'admin. Ça va être probablement des gens qui ont une forte base en cybersécurité, mais qui vont se spécialiser dans d'autres choses. Tu sais, on est en train à mon avis, d'aspirer là, beaucoup de spécialités en cybersécurité parce que ça peut plus être considéré comme apport ou un luxe. Il faut que ça soit fait dans toutes les opérations partout. Tu sais, voilà. Fait que donc, ça explique probablement le fait qu'on est quand même dans une industrie qui est prospère. Oui, puis je vais rajouter là-dessus, parce que justement, j'aime ça que tu appelles ce que j'appelle les transfuges. Tant qu'à moi, c'est la meilleure source d'innovation en cyber, c'est les transfuges. C'est ces gens-là qui arrivent de d'autres domaines qui se réorientent de leur connaissance initiale, parce que la cyber ne vit pas que par elle-même, elle vit sur des technologies, elle vit sur des éléments comme ça. Fait que si on n'a pas cette compréhension-là de l'avoir vécu, on n'est pas capable de l'amener. Fait que ce bagage-là que ces gens-là amènent en cyber, il est merveilleux, il est très riche et justement contribue à améliorer les choses. Et éventuellement, ça va retourner que on va inclure les notions de cyber dans les tâches TI et ça sera plus autant une spécialité comme ça l'est présentement dans certains domaines plus opérationnels où ça va être vraiment inclus dans l'éducation et dans la formation des gens qui vont œuvrer dans le quotidien des opérations des systèmes. Je te laisse glisser sur l'autre Oui, sujet. c'est ça. Écoute, maintenant, tu sais, je vais appeler ça, mettons, tu es un fournisseur de cybersécurité au Québec, tu es un travailleur autonome, tu es un pigiste là-dedans. Tu sais, c'est quoi, au niveau stratégie à faire, là, c'est quoi qui, excuse l'expression, drive les entreprises, les clients, les grandes organisations à acheter de la cybersécurité, des services ou des produits? Écoute, moi, j'en ai répertorié quelques-uns, là. Donc, souvent, là, bon, le premier,
je vais appeler ça l'incident de sécurité majeur qui survient. OK? Ça touche des fois directement l'entreprise, hein, une attaque de ransomware qui est dans l'entreprise, ou encore, ça touche une entreprise de ton secteur d'affaires, puis là, tu as peur. Hein? Fait que là, tu vas appeler, tu vas dire, là, il faut que j'investisse un peu en sécurité. Deuxième élément aussi qui survient souvent là, comme driver, là, c'est des prérequis à faire toi, là, tu fais affaire, mettons, avec les banques, puis là, les banques, ils disent, hey, maintenant, il faut que tu aies telle certification, il faut que tu aies PCI DSS, il faut que tu sois, je sais pas moi, en santé, HIPAA, ils vont mettre quand même la barre assez haute. Fait que là, toi, ça t'oblige à mettre des contrôles en place dans ton organisation pour démontrer que tu as soit les certifications ou que ces contrôles-là sont appliqués. Fait que c'est un gros driver d'affaires là, pour ça. Le troisième, je vais appeler ça le gouvernement. Comme la loi 25, c'est un bel exemple. Il faut voir que toutes les PME du Québec, même les OBNL et même les travailleurs autonomes, il faut respecter ça. Là, c'est bon. Dans le fond, tu mets en place un minimum qui n'est pas si exigeant que ça pour l'instant. On verra dans le futur, là, mais c'est pas si compliqué que ça. Il y a d'autres aussi entreprises qui disent, nous autres, on est déjà super bons en technologie, on a comme des pratiques exemplaires dans nos technologies, dans nos TI, puis on veut la même affaire en cybersécurité. Eux autres, c'est souvent ces entreprises qui ont un niveau de maturité plus avancé, là. Puis enfin, il y a, mettons, le propriétaire d'entreprise qui dit, moi, je voudrais faire, je connais pas grand-chose à la sécurité, ou encore, je suis un investisseur dans une entreprise, puis je voudrais faire un état des lieux, donc genre une vérification, des audits, un pen testing. Fait que pour moi, là, ça, c'est important de comprendre ces drivers-là parce que c'est une de ces 5 raisons-là qui risque d'être invoquées pour qu'un client dise je vais appeler des entreprises de cybersécurité pour me faire des offres. Là, puis écoute, il y en a sans doute d'autres, là, des raisons, mais je te dirais, moi, mon avis, 90% de ces raisons-là sont dans le top 5 que j'ai mentionné. Là. Oui, c'est ce qui amène souvent la décision. La loi 25 sera le driver le plus important présentement parce que les gens sont un peu pris par surprise. Ce qu'ils auraient dû faire pendant des années, mais le législateur les oblige à le faire maintenant. Ce qui est une bonne chose en soi, là, parce que ça va protéger nos données, protéger les données des citoyens. On va limiter, on va réduire la quantité de fuite de données un peu. Ce qui est un peu la conséquence moderne d'un problème de sécurité qui vit parce que ils ont découvert que c'est ça où l'argent se fait chez les malveillants. Donc, ça va venir limiter ça, fait que c'est très chaud. C'est un incitatif assez important à consommer du cyber. Sinon, mais pour les entreprises plus matures, on va retrouver souvent le fait que ça va être un différenciateur d'affaires. Tu parlais justement les normes pour acheter sur certains marchés. Ouais. Les fournisseurs américains, entre autres, le gouvernement américain a imposé le CMMC, qui est des normes au niveau de l'acquisition. Fait qu'on est de plus en plus en train d'imposer au marché de se normaliser. Il y a des executive orders qui sont donnés qui poussent justement le marché à devoir se forcer davantage. Puis il impose une certaine responsabilité. Fait qu'on a un changement très important de culture qui amène à cette consommation-là. Et ce qui est l'autre point que tu amenais aussi, c'est le défi des entreprises du Québec parce qu'on œuvre là-dedans, mais c'est pas nécessairement facile d'être une entreprise en cyber. Puis comment on peut justement tirer notre épingle du jeu. Tu sais, mettons que toi, tu as une petite entreprise, tu veux grossir ou tu veux t'en partir une pour offrir des services de cybersécurité. Dans ton plan d'affaires, il va falloir que tu te dises, là, moi, là, c'est quoi quel driver d'affaires, là, moi, je vais couvrir pour ça? Tu sais, je te disais le premier, des incidents de sécurité majeurs, est-ce que tu vas mettre une entreprise qui va avoir des spécialistes pour aider les entreprises à faire ce qu'il faut quand ils ont un grave incident qui arrive chez eux, il y a une attaque, il y a vraiment quelque chose de dangereux qui se passe dans l'organisation, il y a un leak de données. Fait que, tu sais, là, ça veut dire, j'ai besoin peut-être d'autres types de main-d'œuvre spécialisée en cybersécurité pour ça. Là. Si par contre tu dis moi je vais aider les entreprises à aller chercher leur certification PCI DSS, il faut que tu connaisses super bien ces certifications-là, il faut que tu aies pataugé là-dedans, etc. Donc, il y en a pour de tout, mais c'est important de dire ça parce que
quand tu vas voir les clients, tu sais, s'il n'y a pas de besoin, le client, t'es peut-être mieux de pas le déranger, là, tu sais. Il y en a des clients qui vont être intelligents, ils vont dire, je vais investir dans la prévention, mais il y en a qui vont dire, ben, moi, tant qu'il m'arrive à rien, je ne mettrai pas d'argent là-dedans. Donc, tu sais, il n'y a pas deux entreprises qui gèrent ça de la même façon. Mais c'est important de bien connaître, je pense, ces drivers-là. Hein. Puis, mon dernier volet que j'avais, tu sais, Nick, pour jaser avec toi, c'est un peu, on va revenir à ces startups qu'on avait jasé au début, là, tu sais. Y a-tu des occasions pour les startups au Québec? Ben, je pense que oui, parce qu'il y a quand même, tu sais, moi, j'évalue qu'il y a plusieurs dizaines de startups au Québec. Là, je serais pas capable de te donner un terme exact là, en cybersécurité, là, mais probablement plus qu'une cinquantaine, puis même moins que 100, là, tu sais, probablement entre ces deux espaces-là, là, qui développent soit des services innovants ou soit des produits innovants. Puis je mets le terme innovant là, pas pour rien. Là. Tu sais, c'est quoi la différence entre développer un produit et un produit innovant? Hein? On peut développer demain matin une feuille de teint électronique. Là. C'est-tu innovant, notre feuille de teint électronique? Je ne penserais pas. Il y en a probablement des milliers de logiciels sur la planète pour ça. Ben, quand c'est innovant, généralement, il y a un gros différenciateur. C'est pas mal nouveau. Tu fais pas juste répliquer une petite fonction d'affaires qui existe. Tu arrives avec quelque chose qui est disrupteur. Ça veut dire que tu as des anciennes façons de faire, tu mets ça aux poubelles, puis tu fais une nouvelle façon de faire, puis ça donne un gain. Un gain de quoi? Ça coûte moins cher ou c'est meilleur? T'sais? Parce que s'il n'y a pas de gain, ben, tu ne vendras pas ta solution. T'sais? À moins que tu sois dans l'industrie du luxe. Là. Fait que, donc, il faut que ça apporte des bénéfices, il faut que ça apporte de la valeur à l'organisation. Puis souvent, moi, je vois beaucoup les startups, ils pensent qu'ils ont de l'innovation, mais sur l'échelle de l'innovation, des fois, ils sont dans le bas de l'échelle. Mais il y en a qui sont dans le haut de l'échelle. Le marché récompense souvent ceux qui sont dans le haut de l'échelle. Puis de l'innovation, ben, tu peux décider que toi, c'est une innovation. Mais maintenant, comment tu vas le prouver? Parce que tu vas avoir besoin à un moment donné de faire financer ça. C'est sûr que si tu as fait des recherches qui ont été de la recherche, de la RSCDE, qui a été validé par certains organismes au Québec ou même au Canada, ça aide. Si tu vas chercher un brevet là-dedans, ben ça te donne une autre preuve que t'es vraiment dans un secteur d'innovation. Là, fait que le marché présentement de la cybersécurité mondialement, là, je te dirais, c'est un marché que moi je trouve qui est très, très encombré par, je te le dis, là, il y a des milliers de startups en cybersécurité. Là, je t'enverrai un landscape map de ça, là, puis il y en a vraiment beaucoup. Fait que comment, toi, qui arrives avec quelque chose de nouveau, tu peux prétendre que tu es dans un secteur puis que c'est la première fois que tu fais ça puis tu es tout seul? C'est pas si évident que ça, là. Vraiment pas si évident que ça. Puis justement, plus qu'il y a de monde dans ton industrie, plus ça va te coûter cher au niveau développement des affaires, marketing, etc. Puis ce qu'on veut, c'est d'avoir des startups qui sont pas juste présentes dans notre petit monde du Québec. C'est des startups qui ont un potentiel américain, européen, mondial. Puis la game, elle est mondiale en cybersécurité. Elle n'est pas au Québec. Peut-être qu'au Québec, tu as du succès avec ton idée, mais on appelle ça un borgne au pays des aveugles. Si personne, peut-être juste c'était chanceux là, parce que les gens connaissaient pas ça, mais va en Israël, va dans des places où il y en a de la cybersécurité. Si tu n'es pas innovant, tu vas te le faire dire. Là, hein? Fait que c'est ça. Fait que moi, j'inviterais, en tout cas, ceux qui veulent se lancer là-dedans à bien faire le devoir. Là, donc, comme tu as dit tantôt, bien identifier qu'il y a d'abord un problème à solutionner. Étape 1. Étape 2, la taille de ce problème-là. Si la taille n'est pas assez grande, ben ça veut dire que ton marché est tout petit. C'est important, ça, c'est même majeur. Est-ce que ta solution est vraiment innovante? C'est un game changer? Il faut que tu démontres que ça apporte des bénéfices majeurs, de la rupture. Il faut aussi que ce soit simple à utiliser. Moi, là, je te le dis, j'en ai vu plein, Nicolas, des startups, pas juste en cyber, là, qui arrivent avec des affaires qui ont de l'air pas pire, mais tu regardes ça, tu dis, voyons non, c'est tellement compliqué. On ne serait même pas capable d'expliquer ça à le grand-mère, là, tellement c'est compliqué. Fait que ça, c'est pas bon signe. Le ROI, est-tu démontrable? Y a-tu vraiment un marché? Y a-tu des clients qui sont prêts à payer pour ça, le prix que tu vends ça? Puis la scalability. La scalability, c'est la capacité à déployer ça rapidement à moins de frais, mais c'est aussi la scalabilité de pouvoir vendre ça à peu de frais. Là, fait que, donc, quand tu arrives à réunir ces ingrédients-là,
tu peux plus facilement lever du financement pour développer ta compagnie. Puis on s'entend, les startups, ça veut dire manger des toasts puis du beurre de peanut pendant quelques années parce que tu es dans la vallée de la mort où t'es déficitaire pendant plusieurs années avant de trouver le seuil de rentabilité. Puis après ça, là, généralement, là, t'es positif. Là, mais des fois, le désert, il prend 2 ans, mais j'en connais que ça fait 5 ans, puis ils sont pas encore sortis du désert. Puis on ne sait pas s'ils vont mourir dans le désert aussi. Ouais, mener des toasts vers le peanut, ça laisse ses limites aussi en termes de survivabilité. Là, fait que c'est très important. Je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes. Puis pour ce que j'ai vu, du marché, parce que j'ai navigué un peu le marché des startups à l'extérieur du Canada. Et l'Europe, entre autres, ils ont toujours l'œil sur les États-Unis. Les États-Unis étant comme la démonstration que quand on a réussi à rentrer sur ce marché-là, on a une place à la table des grands. J'ai l'impression qu'au Québec aussi, on est chanceux, on est à proximité des États-Unis. Donc, on a une plus grande facilité à accéder à ce marché-là, mais ça demeure une porte d'entrée dans le marché des grands. Et comme tu parlais de ton landscape, ben, la plupart des startups en cyber sont aux États-Unis aussi. Donc, on se bat avec beaucoup d'autres joueurs, souvent mieux financés parce que l'argent est plus facile à faire tomber aux États-Unis. On brasse un banc. En tout cas, là, il y a la banque la banque qui est arrivée, là, vient de tomber, mais normalement, quand on brassait l'arbre à argent aux États-Unis, c'est ça. Cette banque-là, en passant, finançait 500 startups en cybersécurité, dont des gros joueurs. Tu sais, CrowdStrike, là, qui est une compagnie bien connue, c'était leur banque. Là, tu sais, quand même, CrowdStrike, c'est pas une petite affaire. Là. Je pense que ça vaut 5 milliards à la bourse. Hein. Puis, tu sais, moi, ça me fait rire. Des fois, je vois des plans d'affaires là, qui sont déposés de startups, pas juste en cybersécurité. Puis là, je regarde, OK, première année, ils vont faire 100 000 de revenus. Deuxième année, ils vont faire 500 000. Troisième année, 5 millions. Ben là, tu vas m'expliquer qu'est-ce qui fait que tu passes de 500 000 à 5 millions. Je m'en vais aux États-Unis vendre ma solution. OK. Là, tu poses des questions. OK. Tu sais, les États-Unis, c'est grand. Hein? Dans quel État vas-tu? Je sais pas. Dans quelle ville tu vas commencer d'abord? Je le sais pas. As-tu jasé à du monde là-bas? As-tu des partenaires? Je le sais pas. Tu sais, ça fait pas des affaires bien fortes, là. Tu sais, juste dire, je vais aller aux États-Unis. Non. Faut que tu développes ça bien longtemps d'avance, tu sais, pour dire, je vais avoir des contacts, je vais développer une zone. Hey, c'est grand, là. C'est 350 millions de personnes, là. La Californie, je porterai à ton attention que le PIB de la Californie est plus gros que celui du Canada, là. OK? Oh oui, c'est énorme. C'est pas, on parle pas de la même chose. Ah, non, c'est démesuré, là. Ouais, puis au-delà de ça, culturellement, pour avoir connu quelques startups qui l'ont fait, c'est un autre univers, les États-Unis. Il faut vraiment avoir des gens qui sont sur place, qui nous aident à cheminer là-dedans parce qu'on a beau penser qu'on est les voisins du Nord, mais on n'est pas... On n'est pas bien chumé avec tant que ça avec eux autres. Là. Non, puis il y a des éléments culturels très différents aussi aux États-Unis qui sont très importants à maîtriser pour justement être capable de percer dans ce marché-là. Fait que c'est pas facile. Hein, dont les avocats. Donc, si toi, tu as un service, une petite entente ici au Québec, au Canada, de 4-5 pages, ben ton contrat là-bas, il va être de 50 pages. OK? Puis ça va t'avoir coûté 100 000 piastres d'avocat, ici peut-être 10 000, 20 000. Voilà une différence culturelle qu'il ne faut pas oublier. Là. Les avocats aux États-Unis. Entre autres, c'est un marché très, très prolifique aux États-Unis, mais c'est important de le savoir justement avant de se lancer, puis en pensant que c'est un coup de magie qu'on arrive dans le marché puis il va y avoir des acheteurs. Non, c'est pas simple comme ça. Ça prend nos entrées là-bas, puis justement de se faire accompagner par les bons joueurs est toujours une bonne stratégie pour que la 5e année, le 5 millions se matérialise pour de vrai. Là, cette préparation-là, elle est essentielle. Fait que moi, Nicolas, ça faisait le tour des sujets qu'on voulait jaser ensemble. Fait que on a quand même passé un bon 45 minutes là, à faire un sujet non technologique, mais avec des relations très, très fortes là, pour notre univers qu'on connaît bien en cybersécurité.
Ouais, je trouvais ça très important de l'aborder parce que c'est méconnu, je pense, autant pour les gens cyber qui vivent dans leur dans notre marché et qui ne voient pas l'extérieur, justement, comment se propulser à l'extérieur de celui-ci, à vendre les solutions puis à progresser. Autant ceux qui sont qui sont perdus, qui écoutent, qui ne sont pas dans le milieu, au moins ils vont savoir un peu comment on fonctionne puis les opportunités dans lesquelles on vit, justement, qui sont très intéressantes. Je te remercie énormément pour ton temps, ta générosité. C'est super intéressant, ce genre de conversation-là, parce que je pense qu'on n'en a pas assez dans l'espace public, justement, pour aider à cheminer et à mieux saisir toutes les nuances de notre domaine. Ben écoute, ça m'a fait très plaisir, puis on se reprendra pour un autre podcast, un autre moment. Tout à fait, merci.